it ain't about that money, I turn deaf ears. I'm new to the dispute unless the check clears. I'm in that new Gotti from next year. On my way to the port to board a stretch lid. I live a baller's life, fresh gear, flawless lights. Time on my vodka wine, with my concubine. On the Autobahn, or in my Aston Martin when the top is gone. Cause the thing folds up like a Bakugan. With these diamonds on, I'm shining mine. These butter soft seats I'm reclining on. Pardon me, would you happen to have some Grey Poupon? It's necessary that I bling. I'm a descendant of a king. I rock jewels y'all never seen. We put rims on everything. It's necessary that I bling. I'm a descendant of a king. I rock jewels y'all never seen. Ouais, Doudou. Merci de nous honorer de ta présence, d'avoir accepté l'interview. On précise à nos auditeurs qu'on est des potes d'enfance, on se connaît depuis longtemps. Pourquoi on rembobine un peu plus tôt? VHS. Et t'en parles pas souvent. En fait, tu joues au foot. T'étais très bon au foot. Alors, ouais, je jouais au foot à l'ESV Vitry. J'ai joué longtemps en plus, j'ai joué jusqu'en dernière année de cadet, première année de junior, je crois. Et t'es en une? Généralement, principalement. Toujours en une. T'es jamais descendu en 3. Ça m'est déjà arrivé d'aller en 3. De toute façon, c'était... des fois, ils appelaient des mecs en 2 pour aller en 3 pour les aider quand il y avait des matchs de coupe. Généralement, j'étais tout le temps pressenti pour être en équipe 1, quoi. Le foot, ça a été en fait un exutoire parce que mes parents ne voulaient pas m'inscrire à la boxe. La réalité, elle est là, en fait. Moi, au départ, je veux faire de la boxe. Mes parents, comme beaucoup de parents de cette époque-là, cautionnent pas la boxe en se disant que ça va pas canaliser l'enfant et qu'il faut les mettre dans un sport, mais pas forcément un sport violent parce que moi, je me trouvais pas spécialement violent, mais je répondais facilement aux provocations de bataille, on va dire, de combat. Du coup, ils ont préféré m'orienter vers le foot pour trouver un exutoire. Mais la réalité, c'est que moi, j'aurais aimé faire de la boxe depuis le départ, quoi. Mais j'ai fait du foot. T'es très bon, je me souviens. C'était pas mal, ouais. D'ailleurs, j'ai failli pousser le foot un peu plus loin à un moment donné. Les Lions d'Alfortville m'avaient demandé, je sais plus, j'avais fait un tournoi. Il y a ton père aussi qui a été contacté. Par les PSG, ouais, exactement. Mais mon père, il croyait pas parce qu'il y a un de ses frères qui était venu du Mali, qui avait joué au foot et qui avait été un petit peu maltraité par le milieu du football. Donc, du coup, il n'aimait pas beaucoup ses perspectives, en fait, de devenir joueur professionnel. Il se disait que c'était aux dépens des études et donc il privilégiait les études plutôt que le sport. Les années 80, 85, là où tu nous sors un truc de fou là, le morceau T'es fou mec, en 1985. Ouais, faut que tu nous en parles parce que c'était quelque chose de malade. Aujourd'hui, on peut en parler comme étant une tuerie, mais à la base, c'est un petit morceau que j'ai écrit dans ma chambre, suite à une aventure qu'on vit avec mes comparses de l'époque, Moustique, Yanis, Bédès, Maca, Jamel, Madani, même toi, Patrick, on est des jeunes, on est à la cité. Un jour, Maca et moi, on a esquivé ce jour-là parce que Maca, je sais pas pourquoi il dit non, moi je le sens pas. Ou il va aller au collège. Et voilà, et je sais pas, il m'entraîne dans le truc, vas-y pas Doudou, vas-y laisse tomber. Un jour, on doit tous partir à l'école et il y a une espèce d'inspiration, genre, viens, on va pas à l'école, on va, je sais plus, à Melun ou je sais plus où, dans 78. En 78, Saint-Germain-en-Laye. Voilà, on va là-bas, on va dépouiller. Jamel, Yanis, Moustique, Maca est là, moi je suis là, Madani il est là. Dédès il est là, je sais plus, Maca il dit non, moi j'y vais pas. Je sais pas, j'y vais pas. Madani dit pareil, ouais, non, j'ai pas envie. Et ils se barrent, les 4. Et ils vont faire, cette aventure, ils vont justement se faire arrêter. Et du coup, moi je suis tellement traumatisé de cette histoire en fait, que je dis putain, waouh, faut que je la raconte quoi, tu vois, faut que je l'extériorise quoi. Et c'est ce morceau-là que j'ai écrit chez moi à cette époque-là, parce que c'est carrément, c'est l'inspiration de cette histoire quoi en fait. C'est suite au fait qu'ils soient emprisonnés parce qu'ils sont partis en prison. Ouais, et surtout que t'es passé à côté de ça. Moi, je suis passé à côté de ça. Il y a eu un grand waouh, putain, mec, t'es fou quoi, on est fou quoi, tu vois, je veux dire. Et je l'ai fait d'abord au poteau, il me chantait allègrement à chaque fois que je l'ai dit rap, Doudou, rap. Et l'occasion s'est présentée que je le fasse à Radio Nova. Le truc a pris, mais comme un incendie quoi. Je chantais le dimanche soir, genre toute la semaine, lundi, mardi, mais j'entendais tout le monde me chanter dans le métro, quoi. Dans le métro, RER, à côté de chez moi. Les gens, ils savaient pas que c'était moi qui l'avais chanté, mais ils chantaient mon morceau. Quand je disais les gens, les jeunes, quoi, de mon époque, qui écoutaient Radio Nova, quoi. Je dis, putain, j'ai fait un queutru, là. Et c'était mon premier tube, hit, on va dire, petit hit ghetto, quoi, tu vois, je veux dire, qui m'officialise à dire, putain, je fais un truc qui est écoutable, que les gens peuvent aimer, quoi, qui m'accrédite.
Pour resituer ça un peu, il faut se dire qu'on était jeunes, t'avais quel âge? Et 14 ans. 14 ans. 14 ans. C'est pour ça, quand on parle de dépouille, en même temps, c'était l'époque qui voulait ça. Quand les gens entendent ça, ils peuvent se dire, bon, dépouille, c'est pas un truc très loin. C'est quelque chose qui était dans l'air du temps, en fait. C'était dans l'air du temps, et puis bon, bah, il faut avouer qu'on n'était pas des enfants gâtés, des enfants riches. On lorgnait un petit peu sur ce qu'on voulait, ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on ne pouvait pas avoir, ce qu'on aimerait avoir, suite à ces frustrations exactement. que se crée tout ça, quoi, en fait, tu vois. On va pas le justifier comme étant quelque chose de bien, mais c'est juste quelque chose d'humain. Certains ont été punis, hein. Donc ces actions-là, on les a faites, mais on a vu les conséquences aussi de ce que ça peut t'apporter d'aller jusqu'au bout de ce genre d'acte. C'était aussi le premier avertissement. Parce que si tu te laisses aller, tu te laisses aller à vouloir... Il y a la case prison derrière. C'est ça. Il peut y avoir une vraie descente aux enfers, entre guillemets. Voilà. Et donc, cette ville, Vitry-sur-Seine, donc, tu penses que ton parcours, dès le départ, justement, on parlait de cette jeunesse-là, un peu tumultueuse, tu penses que c'est ça qui a forgé ton identité artistique? Comment c'est né cette envie de rapper, justement? C'est Vitry qui t'a donné tout ça ou Bah, la réalité, c'est que Vitry fait partie de l'élément, plus un élément, plus un autre élément, plus un autre élément. Le fait d'être dans ce genre d'environnement, en fait. les aînés, par exemple? Bah, d'avoir déjà des grands frères, d'avoir des gens comme Rick Lyon qui passent dans ton paysage visuel et sonore. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y a du Grand Master Flash, du Run DMC, du LL Cool J, du Eric B. Rakim. Ensuite, vient les EPMD, tout ça, machin, et plein d'autres groupes qui viennent derrière. Mais d'abord, il y a toute cette émergence de rap qu'on prend et qu'on kiffe, quoi. Plein d'artistes comme ça qui, Public Enemy, qui viennent et qui nous inspirent, en fait. Qu'à cette époque-là, il n'y a pas de musique, chanson dédiée au ghetto, dédiée aux banlieues, dédiée à des gens comme nous, quoi, en fait. Il y a la musique africaine, il y a la musique rebeu, il y a la variété française, la variété française, il y a de la pop anglaise, il y a du rock français et américain. Mais il n'y a rien pour nous, en fait, petits jeunes immigrés qui sortent de culture africaine, culture maghrébine. C'est-à-dire que moi, la musique africaine, je me reconnais dedans, mais en même temps, je ne me reconnais pas à bloc. Je ne suis pas né au bled. Donc la musique africaine, c'est la musique de mes parents, en fait. Je l'entends, je l'apprécie, mais c'est pas la mienne. Il y avait à l'émergence, à cette époque-là, quand même, le funk qui était revendiqué par les rebeux en disant c'est la musique des rebeux, du peuple. Il y avait la reggae qui était un petit peu la musique des renoirs, ça. Mais les autres, si t'étais pas funk, si t'étais pas disco, si t'étais pas rock, tu vogues entre tous les autres courants et t'as pas de courant à toi, en fait. Quand le rap il est arrivé, ben voilà, c'est un courant populaire, ghetto, tu vois, des discours que nous on a envie d'entendre, ou en tout cas qu'on revendique. Ces codes, c'était des b-boys, il y avait le côté Zulu Nation, Africa Bambaataa, ou c'était le côté rap pur et dur? Moi c'était plutôt le côté rap pur et dur, hein, parce que moi tout de suite j'ai été intéressé par le fait de pouvoir dire des trucs. Quand j'ai vu le message de Grand Master Flash, Curtis Blue, Eric B. Rakim, qui m'ont éduqué à avoir envie de dire des choses, en fait. Comme toi, Makar, je me rappelle, à l'époque, on se sentait pas représenté, pas écouté, pas entendu. Il n'y avait même pas de discours qui nous correspondait. Tu vois, c'était ça aussi. Personne ne parlait en notre nom, en fait. Personne ne disait des trucs qu'on avait envie d'entendre. Donc à un moment donné, quand le rap il est arrivé, en tout cas quand on a entendu cette musique, ce son et ces paroles, mais surtout c'était pas du chant en fait, parce que le chant c'est encore un truc où il faut chanter quoi. Donc il faut rentrer dans un espèce de délire où tu chantes, faut être juste, tout ça. Le rap c'était, tu sortais de tes sentiments, tu peux rentrer dedans, tu peux dire ton message sans avoir. C'est accessible. Voilà, c'est plus protocole, c'était à nous. C'était à nous. On pouvait s'approprier, voilà, on pouvait s'approprier quelque chose. Il y a des trucs à dire dedans. Tu dis ce que tu as envie de dire. C'est pour ça que je me suis jeté dedans. 2 pieds, 2 têtes, 2 mains et corps entier, quoi, corps et âme. Quoi. Ben là, on va parler un peu de ta musique et donc de ton premier album en 92, Lyrics Explicit. Si tu peux nous en parler un peu, la conception, les gens qui avaient dessus. C'est le groupe Team des Sans Complexes, en fin des années 80. On devait faire partie d'une compile qui était Rap Attitude. On s'est embrouillé avec le producteur de cette compile. On a signé avec des gens malotrus qui nous ont retardé pendant 4 ans. On a été obligé de prendre un avocat, en tout cas de trouver une autre production qui prenne un avocat pour nous, parce que j'étais jeune, moi. Ma première signature, en fait, je l'ai faite, j'avais 16 ans. Mais malheureusement, je me suis fait vite accaparer par le producteur de Solar,
qui s'appelait Marc Goulès, et qui lui nous a ficelé un contrat d'enculé, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé coincé, en fait. Pendant 4 ans, il a fallu que je lutte. J'ai retrouvé une autre production qui, elle, s'est battue pour moi, en fait, qui a pris des avocats, tout ça, machin, pour qu'on puisse récupérer notre contrat, quoi. Or que j'avais rien fait encore. C'est ouf. Ça nous a pris, 3 à 4 ans. Hein. Quand on est sorti de ce bordel-là, on est arrivé en 92, normalement, on aurait dû sortir notre premier album dans les années 80, fin des années 80. Genre 89, on aurait dû sortir notre premier album. Il se trouve que malheureusement, à chaque fois, le temps repousse le truc et la personne avec qui j'étais, Joël, elle faisait des conneries et se retrouvait en prison. Quoi. Donc du coup, ça aussi, ça retardait à chaque fois l'éventualité de faire l'album jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter d'attendre Joël et de m'associer. En fait, on a décidé, Joël et moi, de s'associer avec différentes personnes. Quand Joël, donc du coup, est reparti en prison, moi je suis resté avec le mec... que j'avais décidé de m'associer. On avait décidé de rapporter une pièce rapportée chacun au groupe, parce qu'on trouvait que le groupe, il fallait être plusieurs, en fait, pour imposer un peu plus, quoi. Donc, du coup, on avait sélectionné chacun un assos. Joël, quand il est reparti en prison, son assos, il n'a pas voulu que je vienne dans le groupe. Moi, je suis resté avec l'assos que j'avais trouvé, qui était Sylvain, Sky. On a fait cet album, Lyrics Explicit. Je dis tout ça, c'est pour expliquer aussi pourquoi cet album, il est comme ça. J'étais très en colère, en fait. C'est une période où Joël était en prison, mon grand frère était en prison, moi j'allais en prison les voir, les deux. Je prenais un avocat pour Joël, je prenais un avocat pour mon frère aussi, enfin bref, je faisais des visites croisées, mon univers il était carcéral. J'étais pas en prison, mais presque. J'étais avec eux en fait, tu vois. Donc du coup j'étais vraiment on était dans un état d'esprit très très énervé, revanchard, aigri, on en voulait à la société, à l'État. Ça s'est répercuté sur ta création artistique. Ça s'est complètement répercuté sur ma création artistique, sur cet album, parce que la base, au départ, Timide et Sans Complexe, on n'est pas un groupe comme ça à la base. On est un groupe plutôt festif. Dansant, happy, voilà exactement. Et là, cette période-là, en fait que j'ai plus envie de faire des morceaux happy. Et là, c'est un côté sombre, un côté dénonciateur, un côté revendicateur contre l'État, contre l'établissement. Tout ce que je sens qui est contre moi, en fait. Sortant de cette galère avec les avocats, avec Marc Goulès, tout ça, vraiment, c'est vraiment une ambiance particulière, quoi. C'est pour ça que cet album, il est comme ça. Donc, il y a des Je hais la police, Brûle la prison, Dotman, Putain de planète, tu vois, je veux dire. Or qu'au départ, Timide et Sans Complexe, c'est pas ça du tout. On est plutôt festif. D'ailleurs, même quand on passe sur Radio Nova, pour revenir un petit peu avec Joël, on est sur un morceau, donc je monte 1, 2, 3, 4 étages, 5, 6, 7, 8 étages. Les gens sont fans de nous pour ça, quoi, en fait. Parce qu'on est vachement décalé, quoi, tu vois. On est décalé, Timide et Sans Complexe. Il y avait aussi le fait qu'on est signé avec une majeure, du moins une boîte indépendante qui s'appelait Bondage, qui était une grosse boîte de rock alternatif. Donc du coup, on avait des ouvertures, nous, sur de la musique rock, en fait. Nous, on était dans le même label que Mano Negrin, les Négresses Vertes. On a joui de circuit rock, nous, à la base. Cette musique, elle collait aussi avec la structure avec laquelle on avait signé, en fait. Cette musique, elle n'était pas dérangeante pour au contraire. On faisait toute la tournée des boîtes rock alternatifs et ça posait aucun problème. Et on était carrément accueillis comme des héros, quoi. Avant Rage Against Machine, il y avait un groupe qui s'appelait Urban Dance Squad et on faisait les premières parties de Hollande, Belgique, trucs, machin. Les musiques comme ça, ces pays scandinaves, ils en raffolent, en fait. On était en full up là-bas, quoi. Full option là-bas, on était en mode des stars, quoi. On était reconnus de fou, quoi. Ça, les gens ne le savaient pas ici, mais nous, on faisait des tournées, on se baladait partout en Europe de l'Est, pardon. Et on défonçait ça, quoi. Donc on va revenir sur le début des années 80, justement Radio Nova. On va parler de notre grand frère de Radio Nova, Lionel D, notre défunt. Il était qui pour toi et comment ça a commencé Lionel, c'était un grand frère, quoi, en fait, dans l'absolu, tu vois. Moi, je l'ai connu, j'étais très très jeune, quoi. Je devais avoir 13-14 ans, à tout casser, quoi, tu vois. Donc lui, c'était déjà un adulte, c'était déjà un monsieur. Il travaillait à Radio Nova. C'était quelqu'un de très avenant, en fait. Et aucune agressivité dans le bonhomme, quoi, tu vois. Toujours le sourire, l'accueil. Il te demandait toujours, alors, t'as écrit des trucs, tout ça, machin. Il t'encourageait, tu lui faisais des raps, il te corrigeait en te disant, non, ça se dit pas, ou c'est pas mal, mais tu pourrais peut-être le dire comme ça, ou, tu vois. C'était vraiment le grand frère bienveillant, tu vois, parce que nous, on a eu des grands frères à Vitry qui pouvaient être malveillants. C'était pas le même délire, tu vois. Et lui, c'était toujours le mec qui t'encourageait, le professeur sympa. Aucune
animosité. Je vais être méchant un peu, tu vois. Pour un mec de Vitry comme nous, au final, ça devenait relou, en fait. Ouais. Donc, du coup, on l'a presque un peu dénigré à cause de ça, en fait. Bon, moi, j'ai toujours gardé du respect pour lui, mais je sais que beaucoup, à un moment donné, t'as dit, il est relou, lui. Mais malgré ça, il a toujours gardé ce côté. Voilà, ce côté C'est-à-dire bienveillant. il n'a pas dérogé, Voilà. je suis gentil, et ben je le resterai. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, en fait, ce qui t'a poussé à faire du cinéma déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui est similaire, on va dire, pour toi, entre être acteur et être rappeur? Où est la passerelle entre les deux, en fait? Alors déjà, moi à la base, au cinéma, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je fais mon rap, j'ai pas d'espoir de rentrer dans le cinéma. Quoi, j'y crois pas. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas de renombrage dans le cinéma français. Il n'y a qu'un mec, c'est Mousse Diouf, et il fait que de Juliesco. Et ça m'inspire pas, quoi, tu vois, j'ai pas envie de devenir keuf à la télé, enfin bref. Il y a que les trucs aux États-Unis. Mais les trucs aux États-Unis, c'est aux États-Unis, quoi. On sait très bien que c'est pas nous, quoi, en fait. Tu vois, je veux dire que c'est des Américains. Donc, du coup, moi, je crois pas du tout au cinéma. Je pense même pas une demi-seconde. Sauf que dans ma carrière de rappeur, on m'appelle pour faire déjà des voix. On me dit, ouais, t'as une voix particulière. Et j'habite avec un pote à moi qui s'appelle José. Et lui, qui est fan de cinéma. Il me parle de cinéma, il me met cette graine dans la tête tous les matins. Ah ouais, moi, je fais du cinéma, il me fait faire des castings, des trucs. Je dis, bah, vas-y. Il fait des queutrues, il passe des trucs, il apprend des textes. Et je rentre un petit peu par ce biais-là, en fait, parce que comme je le donne la réplique, tout ça, je dis, putain, c'est chambé ton truc, c'est chambé quand même. Il me dit, ouais, moi, je fais faire du cinéma. On habite à Belleville à l'époque, on a un petit appartement à Belleville. Moi, je fais ma musique et lui, il est dans son truc de cinéma. Donc il fait des castings, il fait du clip, il fait des trucs, il m'emmène de temps en temps, j'y vais, tout ça, machin. Dans ma tête, je me dis, de toute façon, c'est mort le cinéma. Il n'y a pas de comédien Renoir, tout ça, machin, il n'y a pas de débouché, moi je vais faire mon peur. Mais je rencontre un mec, il me dit, ouais, j'aime bien ton délire, j'aime bien comment t'écris, tout ça, machin. Viens, on écrit un film ensemble. Et là, j'étais, ah ouais, lourd. Bah, moi j'écris, c'est lourd, j'aimerais bien écrire. Il me dit, ouais, on écrit un truc, mais tu joues dans le film. Je dis, non, je jouer, je veux écrire, t'as vu. Il me dit non, t'as un charisme, tout ça. C'est lui qui déclare déjà, il me dit t'as un truc, tu vois, t'as un truc, t'as une voix, un truc, machin. Il dit, bon, je dis ouais, vas-y, viens, on écrit déjà le truc. On écrit le truc, bah le mec il me barbe le truc, il se barre avec, je le vois plus jamais. Donc déjà je me dis putain, le cinéma c'est un monde d'enculés. Ouais. C'est bâtard. C'est une mauvaise expérience. J'élimine ce projet. Et donc le cinéma et moi au départ, c'est pas. Je suis pas content. Ah ouais, je suis pas content en fait. À la fin de mon album solo, je rencontre un mec et il écoute des mondes qui grandissent et il kiffe sur mon morceau. Il y a quelqu'un qui organise une rencontre, Stéphanie Cogent, je crois que tu connais en plus. Ouais. Elle dit qu'elle connaît tout ça. Lui, c'est le réalisateur de Old School. À l'époque, le film il était sorti, il avait fait un petit buzz et tout. C'était le premier film un petit peu hip-hop où il y avait NTM qui avait joué dedans. Et elle fait la musique. Donc le réal de ce film-là cherche à me rencontrer, je sais pas bien pourquoi, l'hôtel organise un barbecue, il y a Joël Calvaire qui m'emmène, tout le monde y va. Je rencontre le gars, et le gars il me dit ouais, j'ai kiffé sur ton morceau des mondes qui grandissent, j'aimerais bien écrire un film inspiré de ce truc. Ouais, je dis ah ouais, moi aussi putain, ça fait des années, j'aimerais bien écrire un film, tout ça, et il me dit ouais, moi j'aimerais bien qu'on l'écrive ensemble. Ok, le mec il disparaît encore une fois pendant un an, je le vois plus. Il revient un an après en me disant voilà, j'ai écrit le truc, mais j'aimerais que tu joues dedans. Parce que moi je suis vénère, parce que je lui dis moi j'avais envie d'écrire. Il me dit non, mais moi j'ai écrit pour que tu joues dedans. Et moi je lui dis mais j'ai pas envie de jouer en fait. J'avais envie d'écrire. Moi je parle de quoi? Je suis pas un comédien, je lui dis non, mais quand j'ai écrit, j'ai pensé à toi. Et ce film-là, en fait, il le fait. À l'époque, il s'appelle Ennemi public. C'est mon premier film. Avec Charles Aznavour, Richard Bohringer, Joe Prestia, MC Jean Gabin. Le film se fait et malheureusement, il sort jamais. Mais avec ce film, on fait le Festival de Cannes, on fait le Grand Journal, on fait plein de trucs qui me font découvrir le milieu du cinéma d'une autre manière, en fait, tu vois. Où je me dis, putain, c'est possible. Je monte les marches de Cannes, je vois Pelé. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Je monte les marches, je vois Pelé. Pelé. Le roi Pelé devant moi, comme ça, comme je te vois là, je prends une photo avec lui, je dis non, je dis comme un gosse. Je suis à côté de Charles Aznavour, on monte les marches à côté de Darmon, Dolores Chaplin, je sais plus qui, enfin bref, j'étais jeune à la mairie de Cannes, avec le maire de Cannes, enfin bref, le summum, toutes les grosses soirées, on est dedans, le film il sort pas. Le film sort pas, frère. Je me dis, moi, avec ce genre de bordel et tout, et après, un an après ou 2 ans après, je fais La Commune, une série Canal+, et qui fait que le cinéma s'ouvre vraiment à moi. Okay. La vraie grosse ouverture, c'est La Commune. La Commune, série Canal+, c'était en 2005 ou 2006, et tout le monde est dithyrambique sur la série. Derrière ça, je trouve un agent, du moins un agent, il me colle au basque,
Il me dit, ah, toi, t'es un Américain, on n'a jamais vu ça, truc, machin. Et puis, il me propose derrière le Mac, la Horde, le truc, le machin, tous les films s'enchaînent. Et puis, moi, je l'ai fait. Mais en fait, la réalité, c'est que c'était facile pour moi, les films, entre guillemets, plus facile que pour quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait déjà toute l'expérience de la scène musicale, les clips. Parce que moi, j'étais déjà dans la création de clips. Parce que nous, dans notre époque, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs, il n'y avait pas beaucoup de mecs qui prenaient nos patins pour faire nos clips. Donc, on prenait nous-mêmes des vidéos, des vidéastes, des mecs, on prenait nos caméras, on allait se prendre la tête. Moi, j'avais fait l'école de son, vidéo, lumière, pour pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc, j'avais une ouverture d'esprit par rapport à tout ça, une mini connaissance déjà par rapport à moi, ce que je voulais faire. Déjà, dans mes clips. Tu vois, donc j'avais déjà des vues de ouais, je vais faire un clip un peu cinématographique, truc, machin, tu sais, les trucs où tu t'emportes, tu vois. Donc du coup, j'avais déjà développé mon esprit là-dedans, quoi, tu vois. Dans le fait de jouer, d'apprendre du texte. Moi, j'écrivais mes textes. Apprendre mes textes, c'est différent que d'apprendre les textes de quelqu'un d'autre. À un moment donné, il a fallu que je m'y colle, quoi, tu vois. Mais effectivement, la mémoire, elle était déjà entraînée. Le rythme dans la diction, le fait de ne pas avoir peur de passer devant une caméra. Bref, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, qu'on a appris, en fait, avec le métier d'artiste, de rappeur, qui se bonifie avec le cinéma. Bon, on rembobine encore dans les années 80, VHS. L'anecdote... Je te braque même pour du toc. Mais tu sais, elle vient d'où cette phrase? En fait, une fois, je suis avec Madani, je suis au combattant. Je crois que j'avais volé une bague à un mec. C'est vraiment une bague. Et Madani m'a dit, mais c'est du toc. Je lui ai dit, je m'en bats les couilles. C'est ça le truc. Et du coup, bah, je la place dans le morceau. Mais pour dire, je m'en bats les couilles, en fait. Et moi, je m'en bats les couilles. Ton truc coûte 100 balles, 200 balles, 1 balle. Je t'en parlais quand même. Je m'en bats les couilles, je m'en fous. Ça vaut rien, je m'en fous. C'est pour le principe, je te marre. Tu vois, et c'était plus dans cet esprit-là, en fait. Donc après, elle a fait le tour, c'était la punchline du moment. Mais bon, ce morceau, c'est vraiment un morceau freestyle. Hein. Je suis là, je vais sortir un samedi soir, et je tombe sur une Inca du 113 qui me dit, on est en studio pas loin, à Saint-Sébastien-Poissard, à côté du studio où moi je travaillais à l'époque. Ils m'ont dit, ouais, on est en train d'enregistrer avec Mehdi, tout ça, machin, on aimerait bien faire un morceau avec toi. Vas-y, viens. Mais non, gars, vas-y, je vais en soirée, là. Ah, vas-y, viens, juste avant la soirée, comme ça, t'as vu, ça te fait un entracte avant la soirée. Bon, vas-y, comme c'est pas loin de Bastille, ça le fait. On y va à pied, s'il te plaît. Et je dis, je te jure, hein, Rika, la tête de ma mère, je reste pas 2 heures. Moi, dans ma tête, je veux que aller m'amuser, en fait. Je veux que aller sortir. À l'époque, je dois aller au Baladio, je crois. Je sais plus, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, picoler, voilà. Je veux que faire la teuf. J'y vais quand même, je suis un peu pressé. Mais dis, fais la boucle. Tout chiant, putain, bâtard. La boucle, elle tue. Le truc qui tourne, il est en silence. Je dis, putain, ça tue. Eh, Doudou, alors on fait quoi un truc de fou, la boucle et tout. Je dis, bah voilà. Vas-y, viens, on fait un truc de fou. On sait pas ce qu'on va faire. On est là, tous là, à la feuille blanche. J'écoute rien. Je sais même pas ce qu'ils disent, tout ça, machin. Et moi, je suis dans mon coin, je fais le refrain, ça me. Des trucs de fou. Je suis sûr de rien. Je suis là, j'ai fait un truc comme ça. Il y a Manu qui est dans le coin. Je lui dis, vas-y, écoute, j'ai fait un truc là, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Putain, ouf, Paris. Dans la cabine. Ouais, non, mais attends, j'ai fait même pas écrit le couplet, encore, on s'en fout. Reposez ça déjà. Truc, ça va inspirer les autres, trucs, machin. Je chante là, ouais, il est 2h30. En fait, j'ai passé beaucoup plus de temps. Mais je sais que j'ai fait un truc. Je sais qu'il y a un truc qui est... Tu vois, je veux dire, c'est comme j'avais fait un autre morceau comme ça, dans le même délire. Je sortais, je sais pas où j'allais, j'avais rendez-vous avec une meuf, je rencontre un mec, le mec de Diabus System. Yeah, Doudou, putain, je vais trop te voir et tout, on est en train de faire un album, tout. Je trop faire un morceau avec toi. Je dis, ouais, mais non, mais là, je suis pas, je suis ta bulle. Non, mais viens. Et la meuf est avec moi, elle me dit, ouais, bon, vas-y. Et je vais faire le morceau, c'est la concurrence, le morceau, il pète, mon frère. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent morceau, anthologie, classique, truc, machin. On va faire une soirée. Et c'est pareil pour le morceau de DJ Abdel avec Jérôme Priester. Je suis là, je suis dans le studio, je traîne, je vais voir Cut Killer, je sais pas pourquoi, je suis un peu énervé pour une signature ou pour un truc. Et je passe dans le studio, j'entends c'est Youbi,
Je dis, putain, ça c'est le morceau qu'on dansait avec les grands et tout, au Pacifique, j'étais bien là, putain, machin. Il dit, ah ouais, tu connais? Je dis, bien sûr, je connais, bah ouf, toi, ça c'est les morceaux funk qu'on dansait quand on était jeunes, les grands ils dansaient sur ça et tout, machin. Il me dit, ah, je suis en train de me reprendre et tout. Je suis comme ça, tu reprends. Il me dit, ah, je fais un truc à l'ancienne, donc je mêle les morceaux à l'ancienne, comme ça, avec du rap. Je dis, t'es sérieux, toi? Et je lui dis, je peux tester. Comme ça, je te dis, je peux tester. Il me dit, ah, vas-y, Doudou, vas-y, hein. Franchement, si tu fais mon truc, je le garde. Je dis, vas-y. J'écris comme ça, je suis excité et tout. Je dis, oh, le putain, ce morceau. Ouais. Mais je sais même pas, en fait. Le nom du mec, ça ne me dit rien, en fait. Mais c'est le morceau qui me dit quelque chose, en fait. Si j'arrive à poser là-dessus et qu'il sort le truc, je suis refait. Tu vois, je sais que les grands, ils vont valider, quoi. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. Je fais écouter son frère, il passe. Django, il s'appelle son frère. Et moi, je le connais, Cédric et tout. Je chante le truc, je suis là dans la cabine en train de faire mon truc, tout machin. Lui, il rentre, il fait, oh, ça défonce! J'appelle, il me dit, ah ouais, il dit, ah, ça tue! Eh, garde-le! En plus, il dit, ah, c'est Doudou! Mais garde-le, t'es un ouf, toi! Et hop, voilà, classique. Il a marché de fou. On va revenir un peu à ta cinématographie. Quel est le rôle qui, pour toi, a été le plus difficile, en fait, à incarner ou à jouer? Ah non, il n'y a aucun rôle où je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver. Tous les rôles que j'ai fait, pour moi dans ma tête, j'ai 2 rôles comme ça où j'ai fait une espèce d'ancien esclave. La difficulté dans ces rôles-là, en fait, c'était des films d'époque. Il y en a un qui s'appelle Rami, c'est une série France 2 avec Mylène Jean Panoy, Jean-Hugues Anglade, Lio, plein d'autres comédiens. Il y a une autre série qui s'appelle La Révolution qui est sortie sur Netflix. Le premier, c'est Rami. C'est la première fois que j'avais à interpréter un esclave, donc avec un discours de l'époque. En plus, cet esclave s'est évadé et il est devenu un genre de Robin des Bois. Il avait le langage, la hauteur, le maniement d'épée. En fait, c'est là que tu t'aperçois que tu as des réflexes faciaux que tu dois éliminer pour pouvoir coller à un personnage. Donc du coup, ça m'a demandé un travail qui était particulier, en fait. C'est une partie de moi que je dois éliminer. Enlever tous les types de faciès et tous les types de langage. Et puis quand tu regardes le texte, tu t'aperçois que le costume que tu vas avoir, tu peux plus le porter comme si tu portes un jean. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu ne sens pas plus grandi d'un rôle de ce type-là? Mais évidemment. Moi, quand j'ai fait la commune, je t'avoue, des mecs comme toi, comme Maca, ils vont me dire, mais Doudou, t'as pas joué. Hein. Comme si t'étais à la cité, gros. Mais en vrai, maîtriser ça devant une caméra, c'est quand même jouer déjà. Paraître naturel devant une caméra et pas faire comme si tu lui récitais un texte, c'est déjà jouer en vrai, tu vois. Sauf que quand on te demande de faire la caïra de cité, le réalisateur, il peut pas me dire comment faire la caïra de cité mieux que ce que lui, il aura vu, quoi, en fait, tu vois. La réalité, c'est que quand je fais la commune, le cum, il fantasme sur ce qui se passe en cité. Sauf que moi, je connais ce qui se passe en cité. Je suis plus à même de lui apporter. Là, mes trucs de cité, il faut que je les mette de côté. Et c'est lui qui va pouvoir m'apporter, tu vois. Et c'est là, bah ouais, forcément, t'apprends, quoi. Là, moi, c'est moi qui l'aurais appris sur la commune. Je leur ai dit, plein de fois, c'est pas comme ça, gros. Tu veux faire encore un truc qui ressemble pas à chez nous, bah vas-y, on fait comme tu dis. Si tu veux coller à la réalité, écoute-moi. Ça se passe comme ça, moi je le sais. J'en sors. Ça m'a beaucoup apporté aussi parce que quand j'ai choisi ces rôles, quand on m'a apporté ces rôles, je voulais absolument les avoir pour pouvoir aussi donner une autre image de l'esclavage à travers les films. En tout cas, moi, je sais bien que le film est un moyen de propagande, un moyen de changer aussi les mentalités, de changer aussi les façons de penser. Donc, parce qu'on a souvent montré l'esclavage en mode victimisation. J'ai toujours pensé qu'à chaque fois qu'on avait montré l'esclavage, on avait montré des mecs qui étaient en train de se faire victimiser. Mais je me suis toujours dit au plus profond de moi-même que c'était pas possible qu'on puisse victimiser autant de personnes et qu'autant de personnes se laissent victimiser sans jamais rien dire. Donc j'avais envie, j'étais pressé, curieux, envieux de voir des projets où justement on ne voyait pas l'esclave en mode résilient, quoi. Donc dès l'instant où il y a une brèche où on peut raconter entre guillemets dans l'esclavage, un homme fort, moi j'ai envie d'y aller. C'est pour ça aussi que dans le film, dans Casse Départ, j'avais l'occasion de jouer le grand-père. Il y avait une histoire d'argent, tu prends plus d'argent si tu fais ce rôle-là, et si tu fais le rôle du révolutionnaire dans la forêt, machin, t'as 5 jours et tu prends 5 balles. Là tu prends 25 balles et là tu prends 5 balles. Doudou, nous on te propose celui-là, parce que nous on estime que t'as vu, tu coûtes 25 balles. Mais moi, quand j'ai lu le truc, je dis non, mais moi, je veux pas ça, moi, en fait. Moi, je veux celui-là. Il y a 25 balles, là, il y a 5 balles. Là. Je dis ouais, mais je m'en fous, en fait. Les 5 balles, là, ils m'intéressent plus. Parce que là, ce qu'il défend, le mec, là, ce qu'il dit, là,
Là, comment la posture qu'il a, c'est ça que je veux, moi. Je veux pas cette posture-là, moi. Et ben, moi, dans le cinéma, c'est ce que j'espère défendre. Aller dans ce sens-là, en fait. Il y a d'autres trucs où je suis moins fier aujourd'hui parce que je trouve que ça fait partie d'une cabale pour endormir un petit peu tout le monde et pour emmener tout le monde dans un sens. Et il faut être critique envers soi-même. Des fois, je me suis trompé et c'est très bien, même si ça fait un succès, ça vaut pas le coup du succès. Tu te dis, en fait, genre, je me serais passé de ce succès, en fait. Il y a des films qui me tiennent à cœur, qui sont plus importants, qui sont importants aussi pour placer le Renoir dans le monde du cinéma, le Renoir sur l'échiquier de la planète. Ton délire, c'est être acteur, mais être acteur en mode revendicatif. Conscient, pas revendicatif. Là, on va passer à la phase des inavouables. Alors, les inavouables, en fait, c'est une musique des années 80 qui est ni rap, ni funk, mais que t'as kiffé, en fait. Moi, j'ai des musiques comme ça, mais c'est pas inavouable. T'as aucune musique de variété française que t'as kiffé en sous-marin. Si, la Ziza. Allez, la Ziza. Après, bon, il nous reste la question VHS. Ouais. Si jamais tu pouvais parler au Doudou Master, qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais là? Est-ce que tu le conseillerais ou alors tu Non. laisserais faire ça? Je lui dirais, mec, prépare-toi. Fais des pompes et prépare-toi parce que la vie, elle va pas être facile. Tu vas vivre de belles choses, mec. Sois focus. Reste focus. Je pense que ta vie, tu l'as menée comme tu as souhaité. Il y a des choses que tu aurais peut-être refait. On a toujours des regrets. Mais, ceci dit, effectivement, moi, je me retourne, je regarde, j'ai fait pas mal de trucs. Mais souvent, j'essaie de pas regarder pour continuer à en faire. Parce que, à regarder ce que t'as fait, tu dis, putain, ouais, tu commences à te dire des trucs, tu commences à te raconter un peu, genre, ouais, putain, j'ai fait plein de trucs. Je regarde pas ce que j'ai fait derrière, je regarde ce que j'ai envie de faire après. Tu vois, je suis que dans cet état d'esprit-là, en fait. Tu as déjà réalisé quand même pas mal d'objectifs que tu t'étais fixés quand même. Effectivement, j'ai réalisé des objectifs que je m'étais fixés, mais le truc, c'est que je recule toujours l'objectif plus loin, en fait. Je cours derrière un lièvre que j'atteindrai jamais. Il y a un insatisfait. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est ça mon moteur, en fait. C'est ça qui m'aide à aller toujours plus loin et à chercher des trucs toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça m'emmène là, ça m'emmène là, ça m'emmène là-bas. Je me dis, putain, c'est mortel, je fais du cinéma, mais maintenant, j'ai envie d'écrire. Maintenant, j'ai envie de faire des films, j'ai envie que ce soit les miens. Ok, ça y est, j'ai prouvé que j'étais un comédien, tout ça, que je pouvais incarner des rôles de ouf. Maintenant, j'ai envie de les écrire, les rôles. J'ai envie de les écrire, de les interpréter. Une fois que je les aurai écrits et interprétés, il me restera à les réaliser. Tu vois ce que je veux dire? À les réaliser, écrire, réaliser, jouer dedans, peut-être produire. Tu vois, je veux dire, il y a toujours une échelle où tu peux toujours pousser le truc un petit peu plus loin, en fait, tu vois. Moi, j'ai des exemples comme Clint Eastwood. Il dit, tous les jours, il accueille la vieillesse à sa porte et il lui dit dégage, en faisant des trucs en fait. En se disant, je vais pas rester comme on fait toujours actuel, j'ai vieilli tout. Non, je vais faire des trucs, je vais me lever, je vais faire un truc, je vais avoir une ambition, je vais penser à un truc. C'est ça qui va faire que ça va pas repousser la vieillesse, mais ça va en tout cas te pousser toi à faire des choses en fait. Toujours de pousser vers l'avant en fait. De pousser à pas rester assis dans ton fauteuil et à te contenter de ce que tu as déjà fait en fait. Je trouve ça beau aussi d'avoir des rêves, d'avoir des ambitions, d'avoir des désirs. En fait. C'est ce qui nous anime en fait. Merci beaucoup hein, pour l'interview. Exactement, merci. Merci. En tout cas, voilà, merci de t'être déplacé jusqu'à nous et vraiment heureux, content, fier de t'avoir reçu parce que t'es pour nous une légende de Vitry en même temps. Merci déjà de m'avoir invité. Vous déjà, moi je me considère pas comme... En tout cas, nous on te considère comme ça. Même si toi, je sais que tu es humble et que tu n'oseras pas le dire. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est émouvant quelque part de voir que deux potes d'enfance comme ça peuvent penser autant de bien à mon parcours et de ce que j'essaye d'accomplir au quotidien, tu vois. Ça m'émeut, tu vois, donc ça me rend aussi très fier. Merci du retour, merci de l'invitation et puis j'espère continuer à ne pas vous décevoir. Ah non, mais on n'a pas de souci là-dessus. C'est que t'es authentique et qu'il n'y a pas de... On vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ce sera une surprise, comme d'hab. Voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé VHS Vitry All Star.